Alors, reprenons. Donc, la vitesse, c'est la quantité d'espace parcouru pendant une certaine grandeur de temps, divisée par la longueur par la quantité de temps. Et c'est ça qui permet bien de définir la vitesse, puisqu'évidemment, la distance qu'on parcourt dépend du temps pendant lequel on regarde le mouvement. Et proportionnel, pour une vitesse donnée, proportionnel à cette variation. Alors, donc ça c'est par définition, mathématiquement, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la dérivée de la position par rapport au temps, c'est-à-dire cette limite. Encore une fois, si la vitesse est constante, le delta R parcouru pendant un certain delta t est toujours le même. Delta R sur delta t, c'est constant, par définition. Et c'est ça la vitesse, si elle est constante. Voilà, si je vais à 100 km/h et que je reste à 100 km/h toujours dans la même direction, la distance parcourue est directement proportionnelle au temps que ça a pris. Et donc, si je divise par le temps que ça a pris, j'obtiens la vitesse en km/h ou en mètres par seconde ou en ce qu'on veut. Mais évidemment, si la vitesse varie, je voudrais savoir quelle distance je parcours par unité de temps, là, maintenant, à ce point-là. Et donc, il faut que je... si je regarde la distance parcourue pendant trop de temps, j'aurai plus la vitesse de maintenant, j'aurai la vitesse moyenne entre le début et la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener l'intervalle de temps aussi petit, à une valeur aussi petite qu'on peut, pour regarder combien on a parcouru de distance pendant cette petite unité de temps. Donc c'est pour ça qu'on prend la limite, pour avoir la vitesse à l'instant t, on prend la limite de ce rapport. Et ça, c'est la définition de la dérivée qu'on note. C'est une notation qui peut prendre son sens, qui peut prendre son sens il y a des mathématiques plus avancées, mais prenons-le simplement comme une notation. V égale dr sur dt, donc ça veut dire que c'est la dérivée de la position par rapport au temps. C'est une notation qui est suggérée par celle-là, le delta représentant une petite variation de manière générale. Et donc là, ça devient un d droit, un d romain. C'est la notation pour la dérivée de la position, repérée par le vecteur r, par rapport au temps. Une chose en passant sur cette notation, parce que c'est des choses importantes pour vous qui aurez à réfléchir vous allez tomber sur des notations de ce type. Le rayon vecteur ici, le vecteur position du point M, bien évidemment, dépend de l'origine que j'ai choisie. C'est-à-dire, le vecteur R, à l'instant t, c'est ça. Donc, on peut noter R, c'est OM. C'est le vecteur qui relie le point O au point M. D'accord ? Mais le point O, il est arbitraire. J'ai choisi cette origine-là, mais évidemment, je peux choisir une autre origine. Alors, que se passe-t-il si je choisis une autre origine ? Par exemple, ce point-là. Je vais choisir ce point-là, A, comme nouvelle origine. À ce moment-là, je vais le noter O'. À ce moment-là, la position de M par rapport à cette nouvelle origine, elle est repérée non plus par ce vecteur R ici, mais par le vecteur, celui-ci, que je peux noter R'. J'ai un nouveau vecteur position qui est le vecteur O'M, qui relie O' à M. Oui ? C'est quoi la différence entre un vecteur position et la distance ? Le vecteur, c'est la distance, c'est juste la distance entre deux points. Effectivement, il n'y a pas de direction dans une distance. D'accord ?
Donc ce vecteur, effectivement, il a pour longueur, on dit la longueur du vecteur, c'est la distance, et la direction du vecteur, c'est la direction en ligne droite entre les deux points. À nouveau, parce que je suis en géométrie euclidienne. D'accord? Donc, le point M, il est ce qu'il est, il a la vitesse qu'il a, il est à la position qu'il a, enfin, il est à la position où il est. Et donc, il se moque bien de savoir par rapport à quel point je le repère. Même au sein d'un référentiel, il se moque aussi de savoir par rapport à quel référentiel je le regarde. Mais dans ce référentiel-là, je peux repérer sa position par rapport à O, et son vecteur, je le note R, c'est OM, ou par rapport à O', et c'est O'M. Et du coup, quand j'écris sa vitesse ici, comme la dérivée du vecteur R de la position repérée par rapport à O par rapport au temps, est-ce que du coup, j'ai pas un problème, puisque si la position, enfin, la position ne dépend pas du choix de l'origine, mais le vecteur position, évidemment, en dépend, puisque c'est justement le vecteur qui relie l'origine au point. Donc, est-ce que la dérivée ne va pas en dépendre aussi, en fait? Alors, fort heureusement, non. Pourquoi non? Parce que R' et R et R', chacun dépendent de l'origine, mais il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire que pour aller de O' à M, donc pour ce R' là, enfin, je vais prendre dans l'autre sens, pour aller de O à M, ça c'est le vecteur OM. Mais je peux écrire ce vecteur OM comme étant OO' plus O'M. Alors là, j'introduis quelque chose de nouveau. J'introduis une addition de vecteurs. Ah, additionner des vecteurs. C'est bizarre. Quand j'additionne des vecteurs, comme on vient de voir, un vecteur, en tout cas dans ce cadre-là, c'est une longueur, une distance et une direction. Alors je peux additionner des longueurs, ça je sais faire. 3 mètres plus 2 mètres, ça fait 5 mètres. OK ? Mais additionner des positions, ça veut dire quoi? Alors en fait, quand on additionne des vecteurs comme ça, par définition, on les prend bout à bout. C'est-à-dire, je fais O', pas OM, je fais O', donc je vais de O à O', et là, je vais de O' à M, donc je fais ça et ça. Et du coup, je me retrouve là. Donc ça, en quelque sorte, c'est la définition de l'addition des vecteurs. Je définis les vecteurs comme ça en les mettant bout à bout. Oui? Mais ça semble, enfin, tout à l'heure, quand vous expliquiez les expressions de dimension, ça m'a un peu fait penser à ça, parce que du coup, c'est qu'un rapport de vecteurs, finalement. C'est une combinaison, effectivement, c'est une combinaison, en fait, ce que j'ai appelé combiner de vecteurs tout à l'heure, c'était effectivement les additionner, en ce sens-là. Mais en fait, on définit l'addition de deux vecteurs comme ça. Alors, c'est effectivement la notion, en fait, derrière tout ça, il y a la notion d'espace vectoriel sur laquelle on reviendra. On définit plus généralement un espace vectoriel comme un espace dans lequel on peut faire ce genre d'opération, justement, celle qu'on fait naturellement sur les vecteurs. Mais j'y reviendrai après. Là, ce que je veux noter, c'est que du coup, donc, ok, j'ai défini une opération d'addition de vecteurs. Je peux aussi définir une opération de multiplication d'un vecteur. Oui? Je n'ai pas compris ce que c'était. Additionner des vecteurs? Ok. J'ai ce vecteur-là, mettons, je pars d'un même point, O, et j'ai un premier vecteur que je vais appeler R1,
qui va vers le point M1, si vous voulez. Puis j'ai un autre vecteur, je vais le prendre comme ça, qui va vers le point M2. Et je vais l'appeler R2. OK? J'ai deux vecteurs. Je définis le vecteur R1 plus R2 de la façon suivante. Je prends R1, je pars de haut, je vais sur M1. Et puis, arrivé au bout de mon premier vecteur, j'ajoute le deuxième vecteur. Alors, vous voyez qu'il faut que je le prenne et que je le déplace. Mais ça reste le même vecteur. Alors, il y a des hypothèses sous-jacentes là que je n'explicite pas toutes, mais parce que c'est notre intuition euclidienne. C'est ce qu'on appelle un espace affine. En chaque point, on peut... Enfin bref, cette intuition. Enfin, si ça vous pose problème, dites-le moi, mais je pense que voilà. Géométriquement, on le comprend très bien. Donc je prends ce vecteur, voilà. Donc j'ai R1, c'est-à-dire là, c'est le même vecteur R2 que celui que j'avais là. Enfin, je vais faire ça comme ça. Et du coup, je me retrouve ici. Eh bien, par définition, j'appelle ça R1 plus R2. Le violet. D'accord? R1 plus R2. Alors, j'ai mis un signe plus. En général, quand on met un signe plus, on aime bien que ce soit commutatif. On aimerait bien que R2 plus R1, c'est pareil que R1 plus R2. D'accord? 3 plus 12 et 12 plus 3, c'est pareil. Alors, en fait, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que j'aurais pu tout aussi bien d'abord aller de O à M2, et puis ensuite ajouter le vecteur R1 que je reporte ici. Et oui, ça marche. On arrive bien au même point. Ça fait un parallélogramme. D'accord? Je fasse le premier plus le deuxième ou le deuxième plus le premier. On arrive au même point, bien sûr. Alors, bien sûr, on est dans la géométrie euclidienne, tout va bien, etc. De toute façon, si on n'est pas dans un espace affine, on ne peut pas faire ça du tout. Donc, mais on peut faire ça au sein d'un espace vectoriel. Mais, bref, on verra plus tard. Donc, voilà comment je définis les vecteurs. Pendant que j'y suis, je peux aussi multiplier les vecteurs par un nombre. Je peux prendre 2 fois un vecteur. C'est quoi 2 fois ce vecteur? C'est lui plus lui-même, bien sûr. Donc lui plus lui-même, je fais une fois, et puis je lui rajoute une fois. Donc c'est ça 2 fois le vecteur. Et c'est quoi, en fait, un demi? Je peux faire le vecteur divisé par 2, ou un demi fois le vecteur. Ça va être le vecteur qui, si je l'ajoute à lui-même, redonne lui. Enfin, si je pars de R1, R1 sur 2, un demi de R1, c'est un vecteur tel que si je le rajoute au bout de lui-même, j'obtiens un demi plus un demi, j'obtiens R1. Donc en fait, ça va être juste la moitié de lui-même, ça va être lui, R1 sur 2. De sorte qu'après, si je le... Donc vous voyez, là j'ai construit 2 fois le vecteur et un demi du vecteur. Je peux construire 3 fois le vecteur en faisant lui plus lui plus lui. Puis je peux faire un tiers comme étant le vecteur, tel que si je l'ajoute 3 fois à lui-même, voilà. Et en fait, je peux avoir tous les vecteurs avec tous les nombres comme ça. Donc je peux multiplier un vecteur par n'importe quel nombre, par 7,12. Je le reporte 7 fois plus un douzième de lui-même. Et en fait, je peux le multiplier par n'importe quel nombre réel. Je prends un nombre lambda dans les réels, et je peux définir le vecteur lambda fois R, qui a donc la même direction, et qui a une longueur lambda fois la longueur de l'autre. Ok? Vous alliez... Oui, mais c'était que je me demandais comment mathématiquement on arrivait à traduire la direction. Parce que là, c'est comme si on manipulait les distances plutôt que... Oui, alors quand on multiplie... Alors, effectivement, donc, quand on multiplie un vecteur par un nombre, il garde la même direction, et il a juste une longueur multipliée par le nombre en question. Ça, c'est facile. Quand on ajoute des directions comme ça, enfin des vecteurs qui n'ont pas la même direction, comme ici,
effectivement, ça a l'air très compliqué ce qui se passe, parce qu'on se retrouve avec un vecteur qui n'a pas la même direction, ni que le premier, ni que le deuxième. D'accord? Et la longueur résultante, c'est pas du tout la somme des longueurs. C'est tout à fait autre chose, en fait. Donc, comment on fait? Alors, c'est la magie des coordonnées cartésiennes, et ça justifie a posteriori, enfin, disons, a fortiori plutôt, ça justifie la notation plus, c'est que, donc je me prends une base de coordonnées cartésiennes x, y, z, x, y avec une origine ici. J'ai un premier vecteur, et vous allez voir tout de suite comment ça marche. J'ai un premier vecteur R1 ici, qui va vers le point M1. Donc je note ce vecteur R1, les coordonnées x1, y1. Puis j'ai un vecteur, je vais prendre lui, pourquoi pas, M2, enfin vecteur R2, qui est le vecteur de O à M2 de coordonnées x2, y2. On les met souvent comme ça en colonne, les coordonnées, enfin pourquoi pas, peu importe. Première coordonnée, donc ici on a x2, ici on a x1, on est d'accord. Ici on a y2, qui se trouve être un nombre négatif, qu'à cela ne tienne, et il se trouve, et ici on a y1. Ça, vous êtes familier avec ça, hein? D'accord. Eh bien, la magie de tout ça, enfin, c'est pour ça que tout ça est cohérent, et c'est pour ça qu'on introduit cette addition-là, c'est que le vecteur résultant, donc maintenant je regarde le vecteur R1 plus R2, d'accord? Donc je fais R1, puis après je reporte ça. Donc je vais me retrouver avec ce vecteur-là. Qui n'a... Ouais. Alors c'est oui, enfin c'est une diagonale de ce parallélogramme, effectivement. C'est-à-dire que donc mince. Lui c'est le même que lui, et lui c'est le même que lui. Donc ce nouveau vecteur R1 plus R2, j'aurais dû le mettre en vert, c'est R1 plus R2, c'est ça. Lui, là, vous voyez que c'est bien le même si je fais d'abord R1 puis R2 ou d'abord R2 puis R1. On a effectivement un parallélogramme ici avec des côtés opposés parallèles, enfin c'est le même vecteur, donc c'est la même direction et la même longueur. D'accord ? Mon dessin n'est pas très beau. Mais ce qui est magique, c'est que donc, ce nouveau vecteur R1 plus R2 n'a ni la direction de R1 ni la direction de R2. Comme longueur, il n'a ni la somme des deux, ni la différence des deux, ni la moyenne, rien. Enfin, disons, c'est pas lié à ça. Par contre, quelles sont les coordonnées de ce point-là, de ce point M3? C'est pas M1 plus M2, on n'additionne pas des points, on additionne des vecteurs. Mais quelles sont ces coordonnées? Regardons suivant X. Vous voyez qu'il y a donc, cette distance-là, c'est ça, là. Donc ça, c'était x2, les coordonnées de lui. Et puis, plus ce petit bout. Mais ce petit bout, c'est justement la longueur dans la direction x de celui-là. Donc, c'est x1. Donc, M3, là, il a pour coordonnées x1 plus x2. Et suivant y, quelle est cette hauteur-là? Son y résultant, c'est lui. Eh bien, lui, c'est, je suis d'abord monté de y1 jusque-là, et après, je suis redescendu là. Je suis redescendu de tout ça. Mais tout ça, justement, c'est tout ça. C'est y2, qui était négatif. Donc, en fait, ces coordonnées, c'est y1 plus y2. Waouh! Donc quand je fais la somme des vecteurs, ça n'a rien à voir géométriquement. Enfin, dire, ok, si je mets l'un bout à bout de l'autre, ça a un sens géométrique, mais de là à prédire sa longueur, sa direction, ça n'a rien à voir. Oui, mais ces coordonnées, c'est juste la somme des deux. Donc on additionne des vecteurs en additionnant leurs coordonnées cartésiennes. C'est magique.
C'est magique, mais du coup, c'est parfaitement bien défini, et on peut parler de choses géométriques. On peut faire des additions de vecteurs géométriques. C'est un peu compliqué à gérer comme ça, parce qu'effectivement, on ne sait pas produire les longueurs, prédire les longueurs résultantes, ni les directions. Mais en fait, on peut traiter tout ça algébriquement, il suffit de faire la somme des coordonnées. Et du coup, quelle est la longueur de ce truc résultant? Ah, ben la longueur, c'est ça au carré plus ça au carré. Hein, c'est... D'accord? Pour chaque point, la distance de O à M, si là j'ai XM et là YM, direction Y, bah, c'est toujours le théorème de Pythagore. La distance de OM au carré, c'est XM au carré plus YM au carré. Donc là, de la même façon, la distance de O à M3, donc la norme, on appelle ça la norme du vecteur résultant, la longueur du vecteur résultant, c'est x1 plus x2 au carré plus y1 plus y2 au carré. C'est-à-dire tout ça au carré plus tout ça au carré. C'est la distance au carré, la norme au carré du vecteur. OK? Donc voilà ce que c'est que l'addition de deux vecteurs. Et pendant qu'on y est, quand je multiplie un vecteur par un nombre, je vais mettre là. Voilà, je prends un certain vecteur R, coordonnées x et y. Si je fais 2,3 fois R, donc je prends le vecteur dans la même direction et avec une longueur de 2,3 fois plus grande. Enfin, oui. Donc 2,3, ça va être celui-là. Quelles vont être ces nouvelles coordonnées? Bah, en fait, pour aller là, je me suis déplacé dans cette direction 2,3 fois plus loin. Et donc, je me suis déplacé dans cette direction aussi 2,3 fois plus loin. Donc ici, j'ai 2,3 fois x. Et dans cette direction-là aussi, 2,3 fois plus loin. C'est juste tout étiré par 2,3. Donc maintenant, je l'ai fait avec 2,3, mais maintenant je le fais avec lambda n'importe quel nombre, et je vais me retrouver à lambda x ici et lambda y ici. Donc quand j'ai un vecteur qui a pour coordonnées x, y, le vecteur lambda r a pour coordonnées lambda x, lambda y. Voilà. C'est pas mal. Et donc finalement, je peux additionner des vecteurs, je peux les multiplier par des nombres de façon extrêmement naturelle, parfaitement géométriquement claire, mais pas forcément facile à gérer géométriquement, mais par contre algébriquement parfaitement limpide. Je peux donc additionner des vecteurs, je peux les multiplier par des nombres, et je peux faire tout ça en même temps. Je peux faire, alors c'est ça qu'on appelle des combinaisons linéaires de vecteurs. Je ne sais pas introduire ça aujourd'hui, mais c'est très bien, parce que ça va être capital pour ce qu'on va faire en physique quantique plus tard. On appelle ça une combinaison linéaire. Tout à l'heure, j'ai employé le mot combinaison à dessein, quand j'ai dit on combine deux vecteurs pour avoir, enfin deux directions pour avoir une autre direction. En fait, j'avais en tête la combinaison des vecteurs sous-jacents. On combine les directions en combinant les vecteurs qui les représentent. Donc, ce qu'on appelle une combinaison linéaire, c'est donc combinaison linéaire de deux vecteurs R1 et R2. C'est n'importe quelle expression du type alpha R1 plus bêta R2 où alpha et bêta sont des nombres réels. Donc je prends un certain nombre de fois le premier, plus un certain nombre de fois le deuxième, et je sais ce que veut dire je sais quel est ce vecteur. Je vais dans la direction du premier alpha fois. Alors alpha peut être négatif, c'est-à-dire je vais dans l'autre sens, ok, très bien. Et puis après, arrivé au bout, je vais dans la direction R2, bêta fois, et bêta peut être négatif aussi, enfin qu'à cela ne tienne.
Et ça, c'est un vecteur, si j'appelle ça R, cette combinaison linéaire, c'est un vecteur qui va avoir pour coordonnées alpha x1 plus bêta x2 et alpha y1 plus bêta y2. Vous voyez que je fais des combinaisons de ces coordonnées pour faire des combinaisons des vecteurs dans ce système de coordonnées, qui du coup est effectivement pratique pour cette raison. Voilà, donc je peux faire des combinaisons, on appelle ça combinaison linéaire. Alors linéaire parce qu'il n'y a pas de terme qui arrive au carré. Enfin, et puis aussi parce qu'en faisant cette combinaison-là, alors par exemple, là, si je prends juste le vecteur R et que je regarde tous les vecteurs lambda R justement, pour lambda variable, ben en fait, tous ces vecteurs vont être sur la même droite. Ici j'ai 2R, ici j'ai 3R, ici j'ai 2,5R, ici j'ai pi R, 3,14, 15, 9, 2, 6, etc. Puis là j'ai moins machin. Donc tous les lambda R dessinent la droite dans la direction R. Et chaque point de cette droite, c'est un certain multiple de R. Et de la même façon, si je prends maintenant un vecteur de base, je vais appeler, on note souvent UX, le vecteur unitaire, donc de longueur 1, dans la direction X, et puis le vecteur UY, le vecteur unitaire, dans la direction Y, par exemple. À partir de ces deux vecteurs, en faisant toutes les combinaisons linéaires possibles, chaque vecteur R, en fait, quand on dit que le vecteur R a pour coordonnées X et Y, ça veut dire en fait que le vecteur R, c'est X fois UX plus Y fois UY. Parce que vous faites, lui il a pour distance 1 par longueur 1 par définition, si vous faites X fois lui, il va se retrouver distance X, puis après Y fois dans la direction Y, donc vous avez lui, ça c'est XUX, plus lui, YUY, et ça vous donne bien votre vecteur. Donc quand vous dites qu'un vecteur, ou qu'un point associé à ce vecteur par rapport à une certaine origine, a pour coordonnées X et Y, vous dites qu'en fait le vecteur R, c'est la combinaison linéaire, celle-là avec ses coordonnées de ces vecteurs de base. Et effectivement, tous les vecteurs donc, du plan, c'est-à-dire tous les points du plan, une fois que vous avez fixé une origine, peuvent être obtenus comme combinaison linéaire ici avec deux vecteurs de base, et c'est une autre façon de dire que l'espace est de dimension 2. Il vous suffit de deux coordonnées pour repérer la position de chaque point, il vous suffit de deux vecteurs pour, en les combinant, arriver là où vous voulez. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'à partir d'un seul vecteur, on peut arriver à créer un référentiel À partir d'un seul vecteur, vous pouvez atteindre tous les points d'une seule droite. Avec un vecteur, vous êtes dans un espace à une dimension. Parce que là, si vous faites d'accord, X fois R, vous restez toujours dans la même direction. Si vous voulez sortir de la direction, il faut un autre vecteur. Et à ce moment-là, vous allez balayer tout le plan. Et si vous voulez sortir de ce plan, il vous faut un autre vecteur, pas forcément orthogonal, mais en tout cas qui ne soit pas lui-même dans le plan pour pouvoir en sortir. Et à ce moment-là, avec des combinaisons de 3 vecteurs, vous allez couvrir tout l'espace 3D. Ouais. Et du coup, la notion de relativité au référentiel, elle est brouillée là, non? Non, parce que ça c'est au sein d'un référentiel. C'est-à-dire que ce vecteur UX, je le matérialise comme le point qui va de O à, on va appeler ça I. Ce vecteur-là, c'est le vecteur qui relie deux points, mais deux points d'un référentiel, sinon ils ne sont même pas définis. Donc, et puis là, si je mets là le point J, voilà. Donc ces deux vecteurs,
sont associés à ces 3 points-là, si maintenant ce référentiel-là, il peut bouger, mais il va entraîner l'espace. Il n'en restera pas moins que si le point R, enfin si le point repéré par la position R, par le vecteur R, est un point du référentiel, il va venir avec, parce qu'il va garder les mêmes distances par rapport les mêmes coordonnées, en fait, justement. D'accord? Bon. Ben, c'est pas mal qu'on ait fait ça, après tout. Donc voilà, on peut passer des points aux vecteurs et des vecteurs. Alors, pour passer d'un point à un vecteur, il faut fixer une origine qui est arbitraire. Ah oui, et c'est ça que j'étais en train de vous dire. Mais alors, du coup, si le vecteur dépend de l'origine choisie, du coup, la vitesse dépend de l'origine choisie, ça n'a pas de sens. Mais alors, en fait, non, justement, la vitesse ne dépend pas de l'origine choisie. Alors, on va le voir maintenant avec les coordonnées. Donc, je disais, alors, je vais refaire je peux effacer ça, je vais refaire mon dessin de tout à l'heure. Enfin, un peu simplifié. Donc, j'avais mon point M qui suivait une certaine trajectoire. Et je disais, si je le repère par rapport à O, le point M, ici, est repéré par le rayon vecteur R, mais si je le repère par rapport à un point O', j'ai d'autres axes, mais peu importe les axes en l'occurrence, mais ok. Maintenant, il est repéré par le rayon vecteur O'. Pendant un petit intervalle de temps delta t, le point M se déplace. Il va de M, là où il était à l'instant t, à, il va là maintenant. Enfin, je vais grossir le... Maintenant, il est là, en M de t plus delta t. Nouvelle position. De combien il s'est déplacé? Ah ah! Quelle est sa variation de position, justement? Eh bien, il s'est déplacé de ça. Ça, c'est delta R. Pourquoi c'est ça, delta R? Parce que le nouveau R maintenant, donc ça c'est R à l'instant t, et ça, c'est donc R à l'instant t plus delta t. C'est un nouveau vecteur position. Eh bien, vous voyez que ça, là, son déplacement à lui, c'est justement R de t plus delta t moins R de t. Je vais l'écrire explicitement là. Moins R de t. Vous voyez ça? Parce qu'effectivement, le nouveau R, c'est l'ancien plus la différence. Donc le nouveau R, R de t plus delta t, c'est delta R plus R de t, au sens où on vient de le définir. Mais de la même façon, avant, donc repéré par rapport à O', on avait le rayon vecteur R', et maintenant, donc ça c'était R' de t, et maintenant on a R' de t plus delta t. Le nouveau R', qui n'a rien à voir avec le nouveau R. Enfin, voilà. Si, il y a quelque chose à voir, ils ont la même différence, c'est O', mais... Et donc, le delta R, c'est aussi égal à R' de t plus delta t moins R' de t. Donc, c'est aussi delta R' en fait. Vous voyez ça? J'ai R de t plus delta R qui vaut R de t plus delta t. D'accord? R de t plus delta R, c'est le nouveau R de t plus delta t. Mais j'ai aussi R' de t plus delta R qui vaut R' de t plus delta t. R' de t plus delta R, c'est le nouveau R' de t.
Et donc delta R et delta R', c'est le même. Non? Dans le orange, c'est ça moins. Ouais, je l'ai réécrit comme ça pour que vous voyiez mieux. En fait, donc je dis c'est lui moins lui, c'est une autre. Si je passe lui là, ça veut dire que le nouveau, c'est l'ancien plus la variation. D'accord? Donc le nouveau, c'est l'ancien plus la variation. C'est vrai aussi par rapport à R'. Donc là, je pourrais mettre R'. Mais sauf que si je regarde effectivement, si je fais R de T' pour arriver... Pardon, si je fais R' de T, excusez-moi. Pour arriver à R' de T plus dt, il faut que je rajoute en fait le même vecteur. Donc le delta R', c'est delta R. Autrement dit, le vecteur lui-même, le vecteur position, dépend de par rapport à où de où je prends l'origine, bien sûr. Mais la variation du vecteur ne dépend pas de l'endroit où j'ai pris l'origine. Parce que c'est juste de combien il s'est déplacé. Donc, la variation de la position, c'est le vecteur m de t à m de t plus dt. Delta m, c'est m de t plus delta t, vecteur. C'est le vecteur qui relie le point de départ au point d'arrivée. Et ça, c'est indépendant de l'origine. Bien sûr. Le point, il s'est déplacé, et il se fiche de savoir par rapport à où on le repère, mais il s'est déplacé, il est passé d'un endroit à un autre, il a effectivement parcouru une certaine distance dans une certaine direction. Et c'est uniquement ça qui intervient dans la définition de la vitesse. C'est de combien il s'est déplacé, peu importe par rapport à quoi on le repère. Et donc ça, c'est objectif, bien que le vecteur R lui-même dépende du choix de l'origine, sa variation n'en dépend pas. C'est évident. Donc, la vitesse est bien définie, et c'est bien une quantité intrinsèque. Elle vaut ce qu'elle vaut, indépendamment de la façon dont on la regarde. Enfin, au sein d'un référentiel, bien sûr. Ok. Bon, c'est peut-être un peu élémentaire, mais j'ai l'impression que c'est pas si inutile, au moins pour bien réétablir aussi les notations. Ok. Donc la vitesse est bien définie au sein d'un référentiel, puisqu'évidemment, dire que le corps s'est déplacé, ça n'a de sens que si j'ai fixé un référentiel. C'est par rapport à un corps de référence, ici le tableau, que je peux dire que le point s'est déplacé, parce que par rapport à lui-même, il ne s'est pas déplacé. Ok. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la loi d'inertie dit que si on ne fait rien, V égale constante. Je vais réécrire à nouveau. Évidemment, ne rien faire, c'est pas très ni physique ni mathématique. Enfin, physique assez finalement, mais il faut quand même préciser, si on ne fait rien, V égale, on note comme ça, constante souvent. Je vais le mettre en toutes lettres. Égale constante. Voilà. C'est un vecteur qui vaut ce que ça, il vaut ce qu'il vaut, il reste égal à lui-même en direction et en norme. Donc ça fait un mouvement rectiligne uniforme. Ok. Et donc, si V n'est pas égal à une constante, on n'en déduit pas que la loi est fausse, on en déduit qu'il y a eu quelque chose. Que quelque chose a agi. Une action a eu lieu, et par définition, une action modifie la vitesse d'un corps. Alors à nouveau, on peut dire que c'est tautologique. Je dis qu'il n'y a rien eu quand la vitesse reste constante. Je dis qu'il y a eu une action quand la vitesse a varié. C'est qu'une définition.
Donc je peux définir ce que je veux. Est-ce que c'est pertinent? C'est ça la question. Alors c'est effectivement extrêmement pertinent, et c'est ça la physique newtonienne, c'est que donc on peut appeler cette action, on l'appelle force. Donc on définit une force comme étant alors je vais le mettre comme ça, comme étant la masse fois l'accélération. Alors, c'est à mon sens pertinent de le présenter comme ça, et on va expliciter les choses. Mais donc, F égale m fois l'accélération, mais je n'ai pas encore parlé de l'accélération. Qu'est-ce que c'est que l'accélération? Par définition, donc ça s'appelle l'accélération, et on verra après pourquoi la masse intervient ici. Pour des raisons essentiellement pratiques, mais pertinentes d'un point de vue physique. L'accélération, par définition, c'est le taux de variation de la vitesse. De la même façon que la vitesse, c'est le taux de variation de la position, c'est-à-dire de combien la position change par unité de temps, pendant un certain temps. Évidemment, pendant 2 fois plus de temps, la position change 2 fois plus. Mais donc, c'est vraiment, la vitesse, c'est vraiment le taux de variation, c'est-à-dire la variation de position en fonction, par unité de temps. Donc, je le rappelle ici, vitesse égale taux de variation de la position. Pardon, je mets un θ à la place de TION, c'est juste plus rapide, je n'avais pas la place. Plus court. Donc la vitesse, c'est le taux de variation de la position, et la position peut changer en direction, et donc la vitesse a aussi direction, donc c'est bien un vecteur. Donc ça, on a vu qu'on notait ça. Donc c'est la limite quand l'intervalle de temps tend vers 0 de R, du nouveau R moins l'ancien R divisé par delta t, donc vraiment la variation de position rapportée au temps que ça a pris. Donc ça, c'est... Et tout ça, c'est ce qu'on a appelé delta R, la variation de R, d'accord? Et donc ça, on l'a noté dr sur dt, très bien, notation. De la même façon, l'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse maintenant, parce que la vitesse peut varier. Si on fait quelque chose, justement, taux de variation de la vitesse. Mais à nouveau, puisque la vitesse a une direction, son changement peut s'effectuer dans une certaine direction, donc l'accélération est aussi un vecteur. Et par définition, donc, c'est la limite pour un petit intervalle de temps de la nouvelle vitesse, la vitesse qu'on a à t plus un petit intervalle de temps, moins la vitesse qu'on avait à l'instant t, rapportée au temps que ça a pris. Parce que pour une même accélération, évidemment, si vous attendez 2 fois plus de temps, votre vitesse aura changé 2 fois plus pour une même accélération. Donc pour avoir l'accélération proprement dit, c'est vraiment le taux, c'est le taux de changement de la vitesse, de combien change la vitesse
par unité de temps, pendant un temps donné, mais divisé par ce temps-là. Et donc ça se note exactement de la même façon, hein, c'est la même définition mathématique, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et ça se note dv sur dt, comme la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, et se note dr sur dt. Voilà, donc on a le taux de variation de vitesse. Et donc, quand on ne fait rien, la loi d'inertie nous dit que le taux de variation de vitesse, c'est 0. La loi d'inertie, je l'écris à nouveau. Si pas d'action, V égale constante, donc l'accélération, qui est la variation de la vitesse par unité de temps, mais la vitesse, elle varie jamais, donc l'accélération est nulle. C'est ça que ça veut dire en fait. La loi d'inertie dit l'accélération vaut 0, si on ne fait rien. Et si l'accélération n'est pas nulle, si un corps se met à bouger tout seul alors qu'il était au repos, ou s'il change sa vitesse alors qu'il avait une certaine vitesse, c'est qu'on a fait quelque chose, et le quelque chose, on l'appelle force. Alors il y a juste un facteur en plus. Il existe une action. Vous connaissez ce symbole mathématique? Il existe, ok. Alors il y a juste une subtilité ici, qui est évidemment importante. C'est ce coefficient-là, qui n'est rien d'autre que la masse. Pour être précis, c'est la masse inertielle, justement qui est liée à l'inertie, c'est-à-dire à la modification de la vitesse. Et vous voyez que ce paramètre va modifier le lien entre la force et l'accélération. Et ça, c'est lié d'un constat que nous avons tous, et qui fait vraiment partie de notre représentation du monde, mais aussi de la représentation du monde de tous les animaux auxquels je peux penser, c'est que si vous avez un corps qui est lourd à déplacer, par exemple un corps qui est lourd, qui est au repos, et que vous voulez le mettre en mouvement, donc il faut lui donner une accélération, il faut faire une action sur lui, parce que sinon, si vous ne faites rien, ce qui est au repos, il va rester au repos. Si vous voulez lui donner une certaine vitesse pour qu'il se déplace, si le corps est lourd, il faut pousser plus fort que s'il est léger. Tout le monde sait ça. Un oiseau, c'est ça. Un écureuil, c'est ça. Tout le monde sait ça. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment partie de notre intuition. Et par ailleurs, c'est vrai. C'est-à-dire, l'effort à fournir pour pousser un corps lourd est plus grand, mais je reviendrai sur cette notion de... Enfin, après, il y a la question d'énergie qui rentre en jeu, je n'en suis pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez produire un même changement de vitesse pour un corps plus lourd, il faudra fournir une force plus grande. Donc, dans cette formule-là, qui, à nouveau, définit les forces, en quelque sorte, il y a l'idée que la force à fournir est proportionnelle à la masse du corps. La masse étant ici associée à la notion de quantité de matière. Alors c'est quelque chose de très vague, enfin, disons, pas vague, mais, enfin si, imprécis, au sens où on n'a pas défini la matière encore. La matière, c'est quoi? On va dire c'est la substance des corps. On peut dire ça comme ça. Mais c'est la substance des corps en un sens très abstrait. Parce que la substance de deux corps différents n'est pas la même. Vous pouvez avoir un corps métallique et un bout de bois. C'est tous les deux des corps. Ils ont tous les deux de la substance. On les considère tous les deux comme objectifs, étant là, présents dans la réalité, etc.
ils ne sont pas faits de la même substance, mais ils partagent des choses en commun, comme en particulier le fait de, si je les lâche, ils tombent. Ils partagent d'autres choses en commun, qui sont que justement, si je veux leur donner si je veux changer leur mouvement, s'ils sont au repos et que je veux leur donner une certaine vitesse, il va falloir que j'agisse sur eux. Et je vais agir, en fait, peut-être de la même façon, encore que pour mettre, en tout cas pour deux corps solides. Ça va être le même type d'action, a priori. Donc ils partagent des choses en commun. En fait, cette notion de matière, c'est peut-être l'abstraction ultime de ce qui constitue un corps. Donc, il peut y avoir des types différents de matières. Il peut y avoir du carbone, de l'oxygène, du métal, du bois, ce que vous voulez, du plastique, etc. Ça va être des substances différentes, mais elles vont avoir en commun d'être d'une substance. Et donc, en fait, on emploie le mot matière pour désigner toute substance, quelle qu'elle soit. Toute substance, alors toute substance matérielle, c'est un pléonasme, mais toute substance physique au sens de, justement, donnant lieu à des phénomènes physiques, étant susceptible de se voir attribuer, de constituer un corps pouvant se voir attribuer une vitesse, de subir des forces, c'est-à-dire des actions pouvant modifier les mouvements, etc. Enfin, donc, participer à la réalité physique au même titre que tout autre, que tout support physique, que tout corps, cette notion de corps étant effectivement première. En tout cas, dans notre intuition, à nouveau, je rappelle, il y a des corps matériels objectifs distribués dans l'espace, évoluant dans le temps selon des lois quantitatives, etc. Donc voilà, il y a une abstraction ici, une première abstraction, mais qui nous est évidemment entièrement familière et pas problématique. Et puis il y a la notion de quantité de matière. Et là, c'est un tout petit peu plus problématique parce que, ok, je peux abstraire la spécificité de la substance que je considère entre deux corps, justement, de substances différentes, mais qui sont tous les deux matériels. Je peux faire cette abstraction, mais du coup, comment je compare leur quantité de matière? Comment je compare une certaine quantité de bois à une certaine quantité de métal? Par leur volume, oui, c'est une façon de faire, je peux comparer leur volume, mais en fait, ce n'est pas ce volume qui intervient ici. C'est vraiment la masse du corps, parce qu'un bout de bois de même volume qu'une barre de métal, je sais que si je veux la mettre en mouvement, la barre de métal, en fait, avec un langage qui nous est également très familier, la barre de métal, elle est plus lourde que la barre de bois. Par exemple, il y en a une qui flotte et l'autre qui ne flotte pas, donc ça c'est très net. Et il y a clairement une corrélation entre la force que je dois appliquer pour déplacer un point en plomb, là, qui a un certain volume, la force que je dois appliquer pour le déplacer, pour lui donner une certaine vitesse, pour le mettre en mouvement, par rapport à la force que je dois appliquer pour mettre en mouvement le même volume de polystyrène, il n'y a pas photo. Donc ce n'est pas lié au volume en fait. Le lien entre la force au sens intuitif et l'accélération au sens maintenant mathématiquement bien défini, variation de la vitesse, taux de variation de vitesse, le lien entre la force et l'accélération clairement ne dépend pas du volume. Enfin, dépend du volume pour une même substance. C'est-à-dire qu'effectivement, si je parle de plomb, 2 fois plus de plomb, il faudra que je mette 2 fois plus de force. Mais entre du plomb et du polystyrène, non. Donc ce lien entre force et accélération, ce n'est pas le volume, mais néanmoins, c'est le volume pour une substance bien définie. Donc, il y a bien une notion de quantité ici de matière. Mais ce n'est pas une quantité, c'est pas le volume justement, donc c'est bien une quantité, mais c'est une quantité abstraite du type de substance. Et donc justement, quelque part, ceci est aussi une définition de la masse. Alors la beauté, c'est que c'est la même masse que la masse pesante, que la masse qu'on appelle gravitationnelle, en vertu du principe d'équivalence, qui est quelque chose d'extraordinairement profond en physique et qui est à la base de toute la relativité générale. Donc,
pour l'instant, je laisse ça de côté, mais donc je m'en tiens à cette notion de masse inertielle. Il y a donc, je fais abstraction de la substance particulière pour définir donc cette quantité de matière comme étant justement comme faisant le lien entre la force à appliquer et l'accélération qu'on souhaite induire. En tout cas, ça définit, si vous voulez, cette masse. Bon, ok, je l'appelle quantité de matière parce que c'est effectivement lié à combien j'en ai, mais combien j'en ai de quoi, et justement d'un truc pas spécifié. Ceci est vrai pour tout corps physique, quelle que soit sa substance. C'est ça qui est... c'est en cela que cette loi, qui est la loi de Newton, cette loi est universelle. Elle s'applique à tous les corps, quelle que soit leur substance. Et c'est d'une simplicité troublante. Mais parce qu'en fait, alors, à ce stade, il n'y a pas lieu d'être troublé, en réalité, que ce soit simple, puisqu'on a juste défini la force comme ça. Ce qui est troublant après, c'est que quand on fait ça, les forces ont des expressions extrêmement simples, en fait. Parce qu'à ce stade, je dis, ok, loi d'inertie, si on ne fait rien, A égale 0. Donc, il n'y a pas d'accélération. S'il y a une accélération, c'est donc qu'on a fait quelque chose, et je décide d'appeler force le quelque chose en question. Parce que là, je n'ai rien dit. J'ai juste défini. Alors, j'ai quand même donc implémenté une intuition supplémentaire, c'est que pour une même accélération, si le corps est plus lourd, en l'occurrence, parce qu'en fait, cette masse, c'est aussi la masse gravitationnelle, mais ce n'est pas ainsi qu'elle intervient là. C'est-à-dire, c'est la masse du poids. J'y reviendrai après. Donc, plus un corps est lourd, plus pour une même accélération, il faut mettre de force. Mais en fait, si on oublie ça pour l'instant, parce que la gravitation est une force particulière, si on s'en tient à ce cadre général, si on ne fait rien, l'accélération est nulle. Si l'accélération n'est pas nulle, c'est qu'on fait quelque chose. Mais pour une même accélération, il faut une action différente lorsqu'on a différentes quantités de matière. Donc cette masse-là, c'est une mesure, c'est pour ça qu'on l'appelle la masse inertielle, c'est une mesure de l'inertie du corps. C'est-à-dire que l'inertie d'un corps, c'est sa propension à ne pas changer de vitesse, c'est-à-dire à rester inerte. C'est sa propension à garder une vitesse nulle. S'il a une vitesse nulle, s'il est au repos, il ne veut pas bouger. Enfin, il ne veut pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la masse inertielle, c'est effectivement, disons propension, parce qu'il faut mettre un mot, c'est la propension à ne pas voir sa vitesse varier. C'est-à-dire que pour la faire varier, il faudra un effort plus grand s'il a une inertie plus grande. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la masse inertielle. Donc voilà, en fait, je peux le dire autrement, c'est la résistance au changement de mouvement. Donc je vais faire ça comme ça. La masse inertielle mesure. C'est un coefficient de résistance, on peut dire. Au changement de vitesse. Ok, coefficient de résistance au changement de vitesse. Ouais, voilà. Donc pour un même changement de vitesse, si ce coefficient, cette résistance est plus grande, il faudra mettre une force plus grande. C'est tout. Ok. Alors, il se trouve que cette masse inertielle, qui intervient dans la théorie de Newton vraiment d'un point de vue purement inertiel, comme résistance au changement de vitesse, au changement de mouvement, mais au changement de vitesse, cette masse-là est effectivement directement liée à la masse gravitationnelle, c'est-à-dire à
Il y a deux aspects de la masse gravitationnelle. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail tout de suite. Donc, cette masse inertielle est liée directement au poids d'un objet. Je vais dire comme ça. Voilà, au poids d'un corps. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui est proportionnelle. Et comme le facteur, comme on a le choix, bon, elle lui est proportionnelle, mais en fait, on peut la choisir égale, puisque dire qu'elle vaut 2 fois plus, ou 7,5 fois plus, ou dire que c'est... Enfin, ok, on peut s'amuser à introduire un facteur 7,5 dans toutes les équations, en disant qu'en fait, la masse gravitationnelle, elle est 7,5 fois moins grande ou plus grande que la masse inertielle, et donc il y aura un facteur 7,5 qui traînera dans toutes les équations. Autant dire que c'est la même. Donc en fait, voilà. Le principe d'équivalence, je vais le noter quand même là, principe d'équivalence, j'y reviens tout de suite après, c'est juste pour mémoire. La masse inertielle est égale à la masse gravitationnelle. Donc ça, c'est la masse qui intervient dans le poids. Dans le poids, en fait, c'est la masse qui intervient dans la loi de la gravitation qui dit que tout corps attire tout autre corps proportionnellement à sa masse. Donc en fait, ce égal ici, ça pourrait être un proportionnel, moyennant une redéfinition des constantes, mais d'un facteur constant, donc ça n'a pas... Ah, ça c'est le signe, ça ressemble à un alpha, parce que je dessine mal, c'est le signe proportionnel, vous connaissez ça? Non? Bon, bref, proportionnel. Enfin, du coup, on la donne égale, ce qui est exactement la même chose en l'occurrence, puisqu'il y a un facteur de proportionnalité ailleurs, et donc on peut absorber ce facteur-là dans la définition de la masse. Bref. C'est une parenthèse à ce stade, mais au moins vous l'aurez entendu pour l'instant. OK. Alors, donc comme je disais, il faut que je fasse attention à l'heure. Oh, mince. OK, alors il faut juste que je finisse cette ligne-là, enfin cette ligne de raisonnement, ça va être rapide. Donc ça définit à la fois la force et la masse. Donc, quelque part, c'est pas une... Enfin, j'allais dire, c'est pas une découverte, cette loi. Ce qui est une découverte, c'est qu'en faisant ça, on fait un pas en avant gigantesque, c'est-à-dire que faire ça, c'est très pertinent. Mais juste d'écrire ça, ok, on peut toujours écrire ça. Ça, c'est bien défini, avec ça, ok, taux de variation de la vitesse, et je définis la force comme étant m, la masse inertielle, un certain coefficient de résistance au changement de vitesse fois l'accélération. Donc quand je fais ça, je définis la force et je fais sortir un coefficient en supposant ici qu'il est proportionnel, alors qu'il intervient de façon proportionnelle. Mais tant que je ne parle pas d'accélération, de toute façon, c'est juste un coefficient qui se trouve par ailleurs être constant. Je pourrais mettre la masse au carré, ce serait juste la même chose. Donc à ce stade, il y a juste un paramètre d'inertie. Ce qui est important, c'est que quelle que soit la force qu'on applique, c'est toujours le même paramètre d'inertie qui caractérise la réaction du corps à la force appliquée. Donc en fait, là-dedans, il y a une définition des forces, mais ce qui est profond, c'est que quand on fait ça, les forces ont une expression simple, et en particulier, puisqu'on a parlé de la chute des corps comme notre premier exemple de loi, le poids qui s'exerce sur un corps, c'est m fois une certaine constante qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Alors ça, c'est en supposant qu'on ne change pas trop de distance par rapport au centre de la Terre. Mais voilà, accélération de la pesanteur. Et donc c'est en chaque point, on peut définir ça. Le fait que ça soit une constante
est une approximation, mais à la limite, peu importe. Donc, et ici, il y a la masse gravitationnelle, qui, en vertu du principe d'équivalence, se trouve être la même que la masse inertielle ici. C'est une autre affaire, en tout cas, on a ça. Et donc, vous voyez que cette expression est très simple. La force de pesanteur que subit un corps est proportionnelle à sa masse, ici, quantité de matière aussi, c'est la même que l'autre, et elle a une certaine direction et une certaine intensité. Et cette direction et cette intensité, au facteur masse près, est la même pour tous les corps. Donc, et j'en termine là. Si, dans ce cas particulier de la chute des corps, pour laquelle voici la force qui s'applique sur le corps, si j'applique cette loi de Newton dans le cas particulier de cette force-là, j'obtiens que la masse gravitationnelle fois G, donc la force, est égale à la masse inertielle fois A, l'accélération du corps. La masse inertielle étant égale à la masse gravitationnelle, on a en fait l'accélération des corps qui est égale à G. D'accord ? Quel que soit le corps, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa substance qu'on a déjà abstraite du côté inertiel, enfin même pour définir une quantité de matière, quel que soit le corps, quelle que soit sa masse, quelle que soit sa substance, quelle que soit sa forme, quelle que soit quoi que ce soit, en présence d'un champ de pesanteur, sur Terre, ou sur la Lune, ou n'importe où, tout corps subit une force gravitationnelle qui est la même pour tout le monde. L'accélération subie par tous les corps est la même. Vous voyez que pour un corps plus lourd, c'est-à-dire, mais quand même, ça pèse plus, la force est plus grande. Oui, la force est plus grande. Mais la résistance à l'application d'une force pour voir son mouvement varier est aussi plus grande. Donc un corps plus lourd est attiré plus par la Terre, c'est incontestable. Mais pour une force donnée, il faut attirer plus pour le mettre en mouvement de la même façon qu'un corps plus léger. Et c'est précisément le même coefficient qui intervient, de façon proportionnelle. Ce qui fait qu'un corps 2 fois plus lourd va être attiré 2 fois plus par la Terre, mais va résister 2 fois plus à voir son mouvement changer. Et donc il va voir son mouvement changer exactement comme un corps plus léger. Tous les corps, et donc ça c'est la découverte de Galilée, tous les corps chutent de la même façon, quelle que soit leur masse. C'est une loi universelle de la chute des corps. Et vous voyez, si vous me donnez 2 minutes de plus, parce que comme ça on va boucler notre boucle du dernier cours. Si vous avez l'accélération qui est constante, qui vaut ce que vaut l'accélération de la pesanteur, on l'appelle l'accélération de la pesanteur pour ça, du coup, parce qu'il n'y a pas besoin de préciser l'accélération de quel corps, dans quelles circonstances, de tous les corps, dans toutes les circonstances, quelles qu'ils soient, etc. C'est toujours la même force, donc c'est toujours la même accélération. Enfin, pardon, c'est toujours la même force, donc c'est pas toujours la même accélération, il y a ce facteur m, mais la force est aussi proportionnelle à m, c'est le même m, et donc voilà, l'accélération est toujours la même. Si l'accélération, donc l'accélération, vous vous rappelez, c'est le taux de variation de la vitesse. Donc, l'accélération, c'est la variation. Donc, si elle est constante, peu importe pendant combien de temps, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la variation de la vitesse, c'est l'accélération fois le temps que ça prend. Si on regarde la variation de vitesse pendant 2 fois plus longtemps, il y aura 2 fois plus de variation de vitesse. On revient à cette histoire de proportionnalité. Si l'accélération est constante, la variation de vitesse est proportionnelle au temps passé. Eh bien ça nous dit que la vitesse, c'est ce que j'avais dessiné trop rapidement la dernière fois,
j'étais parti dans une confusion si vous vous souvenez, si je trace la vitesse en fonction du temps, alors la norme de la vitesse, on note ça comme ça, en mètres par seconde, lors de la chute d'un corps, vous voyez que la vitesse augmente linéairement. Et si la vitesse augmente linéairement, la distance parcourue, donc maintenant, le delta R pendant un temps dt, ça vaut V fois delta, pendant un temps delta t, c'est V fois delta t. D'accord? Pour la même raison. La vitesse, c'est justement combien on se déplace par unité de temps. Donc, si on a une certaine vitesse, le déplacement, c'est la vitesse fois le temps en question. Et donc là, on a R qui, évidemment, augmente, enfin, disons, la position, la distance parcourue qui augmente au cours du temps, mais avec une vitesse qui est de plus en plus grande. Et donc, en fait, lors de la chute, je vais prendre le cas de la chute verticale d'un corps, la distance parcourue par le corps augmente de plus en plus vite, puisque son taux d'augmentation, c'est la vitesse qui elle-même est de plus en plus grande. Et donc, vous avez la vitesse qui croît linéairement, et vous avez la distance parcourue qui croît comme le carré de la distance du temps. La distance parcourue en fonction du temps, ça va croître, ça va faire croître comme une parabole ici. Mais je ne vais pas prendre plus de temps là. Enfin, tout ça pour dire que ça suffit à traiter toutes les situations de chute de tous les corps, quels qu'ils soient, quelles que soient les circonstances. S'il n'y a que le poids, alors si par ailleurs je retiens le corps, par exemple j'applique une autre force, peut-être qu'il ne va pas chuter du tout. Mais si je m'intéresse juste à la chute des corps liée à cette force qui est l'attraction gravitationnelle, je connais la force, la voilà, et la force définie ainsi a cette expression simple-là, ce qui justifie en partie, enfin, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça montre la pertinence de ce formalisme, au moins dans ce cas-là, qui est universel. Donc la chute des corps est universelle, et l'accélération est la même pour tous les corps, bien que la force ne soit pas la même. Bref. On va peut-être s'arrêter là. C'est bon? Des questions? Non? Ouais? Vite? Si jamais on change l'accélération artificiellement avec notre force, ouais. c'est Q égale à G. Ah non, voilà, ça c'est l'accélération de la pesanteur. Oui, voilà. Ça c'est juste, voilà, ça c'est l'accélération qu'imprime la Terre à tous les corps en raison de l'attraction de la force de gravitation universelle qui dit que deux corps massifs s'attirent l'un l'autre, selon une certaine loi elle-même qu'on pourra exprimer, mais qui, localement, se traduit par l'existence d'une accélération, là, ici. Comme vous savez, si on s'éloigne de la Terre, l'attraction va être de plus en plus faible, et donc ce vecteur-là, en fait, va avoir une norme de plus en plus faible. Mais en chaque point, il y a une certaine accélération. Je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a la notion de champ sous-jacente qui est capitale. Mais donc, oui, ça n'empêche pas qu'on puisse, évidemment, imprimer un mouvement différent, mais pour ça, il faut ajouter une autre force. Et ce qu'on verra, et ça va, voilà, pour faire écho aussi à ce qu'on dit avant, ce qu'on verra, c'est que si vous avez plusieurs forces qui s'appliquent, elles s'ajoutent vectoriellement, comme les vecteurs dont on a parlé. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Pourquoi faudrait-il que, si vous avez un corps, si je tire par là avec une certaine force, F1, et puis pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre tire par là avec une force F2, et puis en même temps, il y a le poids qui tire par là avec le poids. Quel est le mouvement du corps? Eh bien, ceci nous dit pas, oui, il faut ajouter à cette loi que si vous avez plusieurs forces, la force résultante ici, on appelle ça la résultante des forces, la force résultante, c'est la somme, donc la force totale, c'est F1 plus F2 plus le poids, avec le plus dont on a parlé aujourd'hui. Donc là, il y a une linéarité sous-jacente à la physique qui est extrêmement fondamentale aussi, extrêmement profonde,
c'est que quand on a des forces individuelles, admettons qu'on arrive à isoler des forces une par une, par exemple, chute des corps, on ne fait rien d'autre, on regarde juste le corps tomber, puis après on rajoute une force électrique, puis après on rajoute un frottement, puis après on rajoute un ressort qui retient, enfin, on rajoute des forces une par une. Donc on peut les étudier chacune séparément, et on peut étudier leur effet commun, et on voit que, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire à une immense précision près, enfin en tout cas la physique dit ça, c'est bien la somme vectorielle des forces qui s'applique, ce qui est en soi un résultat majeur, qui en général est complètement passé sous silence parce qu'on apprend dans les petites classes, on fait la somme des forces. Quand on va à l'école, on apprend, faites le bilan des forces, faites la somme des forces. Et pourquoi la somme? C'est très profond en fait. Alors on peut relier ça à la notion d'énergie et du coup comprendre ça comme une conséquence de la conservation de l'énergie qui elle-même est une conséquence de l'uniformité du temps via le théorème de Noether, etc. Donc il y a des choses profondes là-dessous qui, à l'époque de Newton, sont juste... c'est comme ça, quoi. Ça paraît naturel en même temps, parce que sinon quoi? Si les deux forces différentes, comment les combiner justement? Alors, on revient à cette notion de combinaison linéaire. C'est effectivement la combinaison la plus simple et la plus naturelle, puisqu'après tout, si une force permet d'avoir un déplacement par là, et une autre force permet d'avoir un déplacement par là, combiner des vecteurs déplacement, on sait le faire, on vient de le voir, de façon très naturelle. On additionne les composantes, etc. Enfin, c'est une addition, on ne voit pas bien comment combiner autrement des vecteurs. Du coup, l'idée de combiner les forces qui agissent sur des changements de vitesse, qui agissent sur des changements de position, d'une façon similaire est assez naturelle. Et de fait, c'est bien ça. Mais néanmoins, tout ça, normalement, nécessite justification. Donc, même en faisant des choses élémentaires, en fait, les choses les plus élémentaires sont les plus profondes. C'est pour ça que, d'ailleurs, je trouve ça intéressant d'avoir un cours de ce type-là où on ne fait pas de la physique profonde, mais en fait, si. Parce que les choses les plus simples, poser les bases, c'est ça qui est profond. Après, ok, on peut faire des calculs compliqués, mettre des choses ensemble, etc. Mais les fondements, c'est profond, par définition. C'est ce qu'il y a de plus profond à un moment donné, quoi. Ok? Bon, alors on se voit demain, en fait. Oui. Je ne sais plus quelle salle, mais je vous avais dit, il faut que je vérifie. Non, je crois que sinon je renverrai peut-être un mail. Ok, donc 9h30 demain, pareil. Ouais. Super, bon.